Alors oui, je sais, nous sommes mardi, Taco Tuesday. Nous sommes mardi, Taco Tuesday. Oui, je sais, je vous ai montré même cet article un petit peu plus tôt dans l'émission de Axios qui listait les 12 fois où Donald Trump avait annoncé que la guerre en Iran était quasiment terminée. Donc oui, je sais tout ça. Oui, il y a des précautions d'usage à prendre, mais au-delà de ça, il y a des éléments extrêmement forts, extrêmement troublants, qui permettent de se dire que Donald Trump prépare la fin de la guerre en Iran, parce que crise économique et politique aux États-Unis sans précédent, et qu'il prépare cette fin du conflit pour le plus rapidement possible. Il y a une urgence du côté de Donald Trump, et au-delà de ça, cette fin de la guerre signifie aussi un abandon de la situation. Le premier élément, alors peut-être il va vous troubler parce que il va dans le sens contraire de ce qui se lit et de ce qui se dit en ce moment sur les plateaux. Il est sur le terrain. C'est sur le terrain que les premiers indices se dessinent. On va voir que, par exemple, vous savez, tenez, si on regarde la une de Drudge il y a 2 jours, pendant le dimanche, une une qui était assez anxiogène en nous expliquant que désormais il y avait 50 000 troupes américaines au Moyen-Orient, que Trump disait qu'il allait déclencher l'enfer, que les Iraniens menaçaient de disant si vous venez envahir notre pays, on va vous répondre et il y aura des tas de morts, etc. etc. Exef qui mettait en avant Jésus et tout ça. Donc, si on s'arrête à ce genre de titre, et on l'a fait ici aussi, hein, on vous a parlé évidemment de Hormuz, on vous a parlé des différents objectifs militaires, de l'uranium, de l'île de Karg, etc., etc. Ça, c'est la réalité. Et oui, il y a 50 000 troupes américaines qui sont actuellement au Moyen-Orient. Mais dans la réalité, ce chiffre, il est extrêmement important sans lettres. Parce que, on va voir cette enquête qui a été faite par le New York Times, le vrai chiffre, il est le suivant. Oui, il y en a 50 000 actuellement, mais dans la réalité, ce n'est que 10 000 de plus que d'habitude. Donc, la perception qu'on a, c'est qu'il y a une augmentation chaque jour de cette menace-là, en tout cas de cette menace faite vers l'Iran par les États-Unis, en disant, regardez, on envoie nos troupes, mais dans la réalité, on n'a que 10 000 soldats de plus. Hein, c'est vraiment à garder en tête, c'est que d'habitude, en permanence, et hier on vous a expliqué pourquoi il y avait autant de militaires, ça faisait partie de ce deal signé dès 1945, d'abord ce pacte et puis cet accord de protection avec l'Arabie Saoudite et le Moyen-Orient, que vous avez en gros vous avez environ 40 000 Américains en permanence, 40 000 soldats entre l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Irak, la Syrie, la Jordanie, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et le Koweït. Et donc déjà, il y a un truc de perspective. On se dit, OK, on nous parle chaque jour et on suit chaque jour l'actualité en se disant il va y avoir une intervention militaire d'un moment à l'autre, et dans la réalité, il n'y a que 10 000 soldats de plus. Et on sait que par rapport à des références récentes, ce chiffre-là est absolument pas suffisant pour une intervention militaire. Thomas, continuons dans cet article, vous voyez que du côté d'Israël à Gaza, et on ne parle pas de l'Iran, on parle de Gaza, et je parle ici de taille, on voit qu'Israël a utilisé 300 000 soldats. 300 000 soldats. Qu'en 2003, lorsqu'il y a eu la première vague en Irak, c'était 250 000
soldats. Et l'Irak, c'est tout petit par rapport à l'Iran et c'est 93 millions d'habitants, cette superficie qui est beaucoup plus importante. Et donc, on se dit oui, on a le sentiment qu'on est en train d'envoyer des troupes et qu'il y a de plus en plus de monde, mais dans la réalité, ce n'est absolument pas nécessaire, ce n'est absolument pas suffisant pour espérer une véritable opération militaire. Et c'est ce que toute cette semaine, et c'est une source à laquelle, vous le savez, je donne beaucoup de poids parce que depuis que je suis sans travail, c'est un journaliste indépendant qui s'appelle Ken Klippenstein qui est sur Substack. Depuis que je suis sans travail, que ce soit sur l'armée américaine ou sur ICE, ce sont ses deux spécialités, il ne s'est jamais trompé. Ses sources sont extraordinaires. Et il dit que, contrairement au bruit, lui, toutes ses sources lui disent que c'est pas vrai. Que, en fait, il y a de la communication, que c'est le Pentagone et la Maison-Blanche qui ont exagéré cette menace qui arrivait. C'est à la fois une stratégie de négociation, une stratégie de désinformation et une stratégie de manipulation de Donald Trump. De dire, voilà, je suis en force, j'ai les Américains qui vont arriver, on va débarquer, on va attaquer 4 ou 5 endroits. Et lui dit, toutes mes sources disent que c'est faux. Intéressant. Toutes mes sources disent que c'est faux. Il y a un autre point qui est intéressant, qui est celui qui est mis en avant par cet historien, et là aussi je suis abonné à son Substack, qui est Robert Pape. Et Robert Pape, vous savez, c'est lui qui est le théoricien derrière ce qu'on appelle le piège de l'escalade, escalation trap. Et lui, il dit, on est en train de regarder les mauvais chiffres, ce qui un peu correspond à ce qu'on vient de voir. Il dit, on est en train de regarder ces chiffres de soldats qui sont envoyés, et il ne partait même pas dans la dimension du fait en disant, dans la réalité, c'est que 10 000 de plus que ce qu'il y a d'habitude. Hein, c'est juste un moment où on enlève des troupes, on en envoie d'autres. La plupart du temps, c'est ça. Hein, c'est ce que détaille Klippenstein dans son article, où il est allé regarder les mouvements ces derniers temps. Il dit, oui, on en envoie 5 000 de San Diego, mais ces 5 000-là, ils viennent remplacer 5 000 autres qu'on a réenvoyés vers l'Asie, qui étaient sur place. Ouais. Donc, en fait, c'est nul. Il n'y a pas de soldats en plus. Et Robert Pape, et il détaille très longuement l'exemple vietnamien, il dit que le moment où on a compris que le Vietnam devenait non plus une opération militaire, mais une guerre, c'est lorsque ce ne sont pas les hommes qu'on a vu se masser, mais tout ce qui est nécessaire pour gagner une guerre, l'intendance. C'est-à-dire le matériel qui permet les évacuations, le matériel qui permet d'envoyer des renforts, le matériel ici, bateaux, porte-avions, avions qui ont nécessaire d'avoir le fuel qui va être utilisé par les véhicules militaires, les munitions, la nourriture pour toutes ces personnes-là. Et il dit, pour l'instant, et c'est ça ce qu'il faut surveiller, ils ne sont pas, toute cette catégorie que je viens de vous citer, n'est pas envoyée vers le Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'on donne l'illusion qu'on prépare une opération militaire, mais il n'y a pas suffisamment d'hommes pour faire cette opération militaire. Alors c'est ce qu'appelle Klippenstein, il a un nom pour ça, il appelle ça « the commando war ». Donc, en disant, voilà, en fait, c'est une guerre de commandos parce que la réalité, c'est les commandos. Et Pape dit non, en fait, regardez ce qu'il faut chercher. Je pense que c'est l'extrait suivant, Thomas. Donc là, il vient de vous raconter ce que je viens de vous dire. Mais l'extrait suivant, c'est dire, ben voilà, le trafic de ces fameux C-17 et C-30 qui sont ces avions qui vont transporter du matériel, les stocks d'essence qui commencent à augmenter, tout
ce qui est lié à l'intendance, qui est le signe d'une opération militaire qui se prépare. Et Donald Trump, malgré toutes ces déclarations, malgré les paris sur Polymarket tous les jours, l'indice pizza et compagnie, dans la réalité, il n'y a pas ça. Alors, est-ce que ça va empêcher demain Donald Trump de faire une opération commando vers une île où il n'y a absolument personne? Je ne parle pas de Karg, mais on sait qu'il y a des îles et c'était d'ailleurs je vous avais raconté cette réunion d'urgence à la Maison-Blanche en 1979 avec Carter, c'était déjà étudié par les Américains de dire symboliquement, on pourrait aller s'emparer, il y a tellement d'îles dans le détroit, on pourrait aller s'emparer dans certaines îles où il n'y a personne, ou quasiment personne, pas de résistance iranienne, pas de base militaire, mais juste pour dire, regardez, on a pris une partie du territoire iranien. Donc peut-être que c'est ce que fait Donald Trump. Mais la réalité, c'est qu'au-delà des chiffres, il n'y a pas sur le terrain les véritables indices d'une future intervention militaire. Et dans tous les cas, il y a, en parallèle à ça, un calendrier qui est en train de serrer l'administration Trump, parce que dans la réalité, l'administration Trump a 1 mois maximum pour terminer cette guerre. 1 mois. Pourquoi ? C'est pas par rapport au prix de l'essence, c'est par rapport au stock de munitions. On vous en parle ici depuis le début. Je sais que maintenant c'est devenu un sujet, mais on vous en parle depuis très très tôt. Et lorsqu'on regarde cette étude qui a été faite sur les stocks de munitions, et on ne parle pas ici que des interceptors, mais en général sur les stocks des munitions, on voit que si tu peux nous montrer, si tu peux zoomer Thomas sur les premiers qui sont ce matériel de défense anti-drone et anti-missile, on voit qu'on a presque 50% de ces stocks qui ont été utilisés déjà, et qu'on en est où il reste 18 jours au moment où l'article est publié, donc jusqu'au 12 avril, avant qu'on en ait 0. Pareil, pour regarder ça, 17 avril, mais on est à quelques semaines, à 2 à 3 semaines de se dire on a épuisé le stock d'armement essentiel. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du côté de l'état-major américain, il faut prendre une décision rapide. Soit on attaque maintenant l'Iran, mais le problème c'est qu'on a vu, il n'y a pas encore l'intendance. Donc évidemment, peut-être que dans les prochaines heures et les prochains jours, on va voir cette intendance arriver, cette construction massive de bases du côté de l'Arabie Saoudite. Et on sait, et on y reviendra dans la troisième partie, c'est ce que l'Arabie Saoudite et d'autres États souhaitent, parce qu'ils se disent que ça permettra de venir étouffer la menace militaire une fois pour toutes de l'Iran. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Et donc, tout ça déjà, ce sont une liste d'indices que Donald Trump se prépare à annoncer très rapidement une victoire et la fin de son excursion, de son opération militaire en Iran. Alors oui, c'est un abandon. On va voir pourquoi dans quelques minutes. Mais je vais vous donner d'autres indices qui vont dans ce sens-là. Depuis 3 jours, il y a, dans le cadre de cet abandon, il y a une communication qui est coordonnée, et c'est une première, au sein de l'administration Trump. On va écouter Karen Leavitt hier, où justement, on lui demandait jusqu'à quand allait durer l'Iran. Et encore une fois, les questions qu'on pose à Karen Leavitt sont rarement le fait du hasard. Vas-y Thomas.
Iran. On the time frame, President Trump initially said about 4 weeks. Secretary of State Rubio on Friday reportedly said it might be another 2 to 4. Is 2 to 4 the current ballpark that the administration is thinking? With respect to the timeline, again, the President, Commander-in-Chief, the Pentagon has always stated 4 to 6 weeks estimated timeline for Operation Epic Fury. We're on day 30 today. So again, you do the math. Voilà, donc on lui demande un calendrier et elle rappelle que l'opération Epic Fury, ça a toujours été présenté comme quelque chose qui allait durer entre 4 et 6 semaines. Et elle dit, oui, aujourd'hui, évidemment, elle sait, nous sommes au 30e jour, c'était hier. À vous de faire les maths. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici 2 semaines, l'opération est terminée. Alors évidemment, ce sont des déclarations de Caroline Leavitt, donc il faut prendre la distance nécessaire, mais lorsqu'on voit que sur le terrain, on ne prépare rien dans la réalité pour une véritable intervention militaire et qu'on a ce discours, ça devient intéressant. Ce qui devient intéressant aussi, c'est le positionnement de Donald Trump qui, depuis 3 jours, alors oui, je sais, c'est pas la première fois qu'il a fait, oui, je sais, il y a de la manipulation de marché, oui, je sais, c'est Taco Tuesday. Donc, depuis 3 jours, Donald Trump, l'essentiel de sa communication, on ne parle plus de capitulation sans condition, est en train d'évoluer vers « on va s'en sortir ». On a presque terminé, donc je vous ai commencé cette émission où c'est exactement ce qu'il a déclaré à NBC News aujourd'hui en disant que la fin de la guerre était extrêmement proche. Mais lorsqu'on retourne sur Truth Social dimanche, Donald Trump expliquait qu'il y avait des nouveaux dirigeants à la tête du régime et que, regardez, ils étaient beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus acceptables et que donc ils souhaitaient eux aussi la fin de ces informations. On sait qu'en bout de course, tous les premiers objectifs qui ont été choisis par l'Israël et par les États-Unis ne seront pas atteignables. On sait comment depuis 2 ou 3 jours, Donald Trump est en train de nous expliquer que la mort de l'ayatollah Khamenei, c'est la preuve que c'est un changement de régime. Il a été tué, donc forcément c'est un changement de régime dans la logique Trump. En tout cas, la logique de ce qu'il essaye de vendre à l'opinion publique américaine. On sait que cette guerre en Iran va terminer sur un deal où les Américains vont être obligés de donner quelque chose à l'Iran. De donner sûrement plus parce que l'Iran, les informations que je vous ai données sur l'impact de ce qui est en train de se passer à Hormuz, sur la situation politique américaine, sur les sondages, sur l'économie, le fait qu'il y a des élections au mois de novembre aux États-Unis, ils sont parfaitement au courant. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont les cartes en main. Et donc, Donald Trump, dans ses discours, prépare le fait de dire non, mais regardez, on a fait ce changement de régime, les terroristes ne sont plus là, on a détruit une partie de leur armée à 99,9%. Donc, on a rempli la mission et on est en train de négocier avec des gens qui sont raisonnables. Ce matin, il va encore dans ce sens-là, de manière agressive cette fois-ci, en disant, écoutez, la réalité, c'est que ce qui se passe à Hormuz, c'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. C'est aux autres pays qui ne peuvent pas avoir de l'essence, et entre autres, il y a ces questions de kérosène pour les avions, c'est à eux d'y aller. Nous, on a ce qu'il faut. Vous n'avez qu'à venir regarder l'Angleterre qui est à la veille d'une crise énergétique sans précédent. Regardez, venez, allez, envoyez vos bateaux, débrouillez-vous. Même message envoyé d'une certaine manière à la France, aujourd'hui par Trump sur Truth Social.
en expliquant que la France nous a pas aidés. Donc la France va se débrouiller. C'est un message qui a choqué du côté de l'Élysée. On va voir les réactions. Donc là, c'était le titre du Parisien qui nous disait qu'en fait, il n'y avait absolument rien de nouveau. On n'a pas compris le timing de ce message-là. Bienvenue au club. Voilà, il y a le communiqué de presse de l'Élysée sur ce sujet-là. On n'a pas changé de position sur le survol de territoire. Mais Donald Trump, oui, il a changé. Il s'est rendu compte que dans son calcul, il s'était dit, parce que les États-Unis ne disposent pas, c'est une des réalités, c'est un sujet que je veux faire depuis des semaines et on n'a pas eu le temps de le faire, ils ne disposent plus, les États-Unis, des bateaux démineurs nécessaires pour nettoyer Hormuz. Donc le plan de Trump, c'était de dire, je commence la guerre et puis ensuite, je vais me tourner vers mes alliés de l'OTAN pour qu'ils viennent faire le déminage pour moi et qu'ils transfèrent. C'est une demande de Donald Trump, il vient de le faire avec l'Ukraine, mais en général, ils transfèrent une partie de leur défense anti-aérienne qu'ils ont actuellement, qui sont tournés vers la Russie si jamais il y a une agression, qu'ils les transfèrent de manière provisoire dans les pays du Golfe qui sont aujourd'hui visés par l'Iran. Et l'OTAN a refusé. Donc Donald Trump s'est retrouvé dans cette position où il s'est dit, ben voilà, je ne peux pas avoir ce soutien de l'OTAN. Donc, ce que je vais faire, c'est de partir. Je vais partir et je vais laisser la situation telle qu'elle est en disant, c'est pas mon problème. C'est vous. C'est vous. Vous n'avez pas voulu venir nous aider. C'est à vous de vous démerder, excusez-moi l'expression. C'est à peu près le temps qu'il a en plus dans ce truc. Oui, c'est exactement le temps qu'il a. Et quelque part, dans un ton plus diplomatique, c'est exactement ce qu'a dit Rubio lors d'une interview à Al Jazeera. Vas-y Thomas. And then on Iran, Well, the Straits of Hormuz will be open. When this operation is over, it will be open, and it'll be open one way or another. It will be open because Iran agrees to abide by international law and not block a commercial waterway, or a coalition of nations from around the world and the region, with the participation of the United States, will make sure that it's open. One way or the other, it's going to be open. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, le détroit va être ouvert. Ça sera les autres nations à créer une coalition. On viendra aider, évidemment, on va garantir la sécurité. On aura des avions qui sont autour si jamais il faut faire des opérations de bombardement. Mais à vous de jouer. C'est à vous de jouer. Et ce matin, ça faisait 10 jours, figurez-vous, qu'en plein temps de guerre, le Pentagone n'avait plus fait de conférence de presse. Hegseth n'avait plus fait de conférence de presse. Donc Hegseth est venu parler, beaucoup moins agressif que d'habitude. On le sent plus soulagé. On ne s'attaque pas aux médias. Bon, il fait toujours de la poésie d'ailleurs. On a cet extrait, je suis obligé de vous le passer. Vas-y Thomas. Well, the Straits of Hormuz will be open. I did the same with his boss, a colonel with a heart the size of Texas and a beautiful deployment mustache to match. I witnessed lethality. I met a junior airman as the sun was going down and a chill was setting on the tarmac, who, when asked what they needed, she simply looked up at me with a sly smile on her face and said, "More bombs, sir, and bigger bombs. We will happily oblige her." Alors lui, si Donald Trump c'est le prix Nobel de la paix, lui c'est le prix Nobel de la littérature qu'il veut. Exactement. Donc il nous raconte une rencontre avec un soldat ou même une d'ailleurs, en expliquant que c'est le soir sur le tarmac, il y a le soleil qui est en train qui est en train de se coucher, etc. Et qu'il lui demande qu'est-ce qu'elle veut de plus pour la guerre. Et elle lui dit plus de bombes. Plus de bombes. Et lui conclut, mais bon, c'est plus mortel, les bombes. La taille, oui. Plus grosse. Et oui, c'est ce qu'on va faire. Mais bon, revenons à notre sujet.
C'était vraiment pour nos amis anglophones parce que c'est, oui, exactement, on a raison, c'est exactement le clown. Tout autour de cette conférence de presse ce matin que j'ai regardé, j'en ai retenu un extrait qui, d'après moi, est l'extrait le plus clé parce qu'il démontre de Trump à Rubio, à Karen Leavitt, à XF, que l'administration annonce la même chose, annonce l'abandon d'Ormuz. L'abandon d'Ormuz. Écoutez XF. I did the same with his boss. I think the president was clear this morning in his truth that there are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. It's not just the United States Navy. Last time I checked, there was supposed to be a big bad Royal Navy that could be prepared to do things like that as well. So he's pointing out this is an international waterway that we use less than most, in fact, dramatically less than most. So the world ought to pay attention and be prepared to stand up. President Trump's been willing to do the heavy lifting on behalf of the free world to address this threat of Iran. It's not just our problem set going forward, even though we have done the lion's share of preparation to ensure that that strait will be open, which is an outcome the president's been very clear on. Donc, vous venez d'entendre cette logique complètement twistée de dire, ben voilà, ce sont des eaux internationales, hein, on n'est pas en territoire américain, on n'utilise pas l'essence, on n'utilise pas le pétrole. Les autres pays ont besoin plus que nous, ils ont leur marine, c'est à eux d'aller le faire. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé le terrain pour vous. Et on se dit, le terrain, pourquoi ? Parce que dans la réalité, comme le souligne le New York Times, dans la réalité, c'est un problème qui n'existait pas dans cet article-là. Donc en disant, il faut qu'il prenne une décision maintenant. Soit il part en guerre et donc il fait tout ce que je vous ai dit qu'il fera en termes d'envoi de renforts et de logistique. Soit il décide de laisser tomber. Et donc, on se retrouve dans cette situation où désormais, l'enjeu à venir, pas pour les États-Unis, mais pour le reste du monde, c'est le contrôle du détroit de Hormuz, qui n'était pas un enjeu il y a 4 semaines. C'est tout ce qu'il a réussi à faire, c'est créer en fait un problème qui n'existe pas. Voilà. Et maintenant, de dire... Changer les objectifs. Et vous allez voir, c'est exactement la réaction de Murphy, qui est un sénateur, c'est le sénateur spécialiste du côté démocrate de toutes ces questions de sécurité nationale et de l'armée, qui réagit au message de XF, à la déclaration qu'on vient de vous passer. Et c'est clair que je partage cette analyse. Il dit, mais c'est complètement fou. Il dit, this is insane. Hein, c'est l'équivalent de dire à votre voisin, et de mettre la maison de votre voisin, d'incendier la maison de votre voisin, de déclencher un incendie, et après de dire, vas-y Thomas, continue. Je suis fou de rage, je suis en colère parce qu'ils ne sont pas restés dedans à mettre les leviers à fond et essayer de se battre eux-mêmes, essayer d'éteindre le feu depuis l'intérieur. Et du coup, en plus, moi, je rajoute de dire, maintenant, c'est plus notre problème. Et donc, c'est vraiment ce qui est vraiment en train de se passer. Ce que Gaëtan dit, c'est la fameuse roue de Trump. Il n'y a pas un problème, Trump crée un problème, Trump recule, Trump dit, j'ai sauvé le problème. Et voilà, on continue, on va en rond et on va en rond. Exactement, c'est un des mèmes les plus connus et qui marche pareil. On a eu le même mème pour les tarifs. Je signe les tarifs, 15 jours après, il y a une crise, je supprime les tarifs, et donc j'ai trouvé la solution au problème que j'ai créé. Et on est vraiment face à ça. Et aujourd'hui, on a tous les éléments qui nous laissent penser qu'on est dans cette réalité-là. C'est fou, logiquement. Ils nous ont donné plein de raisons pour lesquelles ils ont commencé la guerre. Jamais c'était pour libérer le détroit d'Ormuz. Parce qu'il n'y avait pas besoin de le libérer. Parce que voilà. Mais maintenant, pour finir la guerre, on vous fait croire que l'objectif de cette guerre était de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Mais pas nous. Nous, on vous a préparé le terrain. Maintenant, c'est à vous, autres pays, de venir faire ce travail-là, parce que moi, Donald Trump,
J'ai besoin, parce que je suis en péril aux États-Unis, j'ai besoin de venir de trouver une solution pour quitter l'Iran le plus rapidement possible. C'est incompréhensible. Et c'est exactement ce que hier soir, tard, donc ce matin pour vous, le Wall Street Journal titrait de manière exclusive. Donc c'est Donald Trump. Regardez, le Wall Street Journal. Qui dit aux gens autour de lui, son cabinet, c'est AIDS, que voilà, je suis prêt à finir la guerre en Iran sans m'assurer que Hormuz soit ouvert. Juste, voilà, on repart. Et vous allez voir, les détails sont extrêmement troublants dans cet article du Wall Street Journal, en disant que désormais, il a prévenu son entourage qu'il avait décidé que Hormuz n'était plus en objectif et que, contrairement à la semaine dernière où on pensait qu'il ne pouvait pas partir sans abandonner Hormuz parce que des conséquences économiques, Donald Trump se dit, pourquoi on se dit ça? Parce qu'on a fait ce calcul, rappelez-vous, le 22 mars dernier, allez absolument la voir. Allez voir, si vous n'avez pas encore vu, notre émission sur Trump et le pétrole. Dans le cadre de cette émission, je vous avais raconté qu'une partie de l'administration Trump, et c'était ce que certains marchés boursiers craignaient, avait ce plan de se dire, et si finalement, à cause de la crise de Hormuz, on affaiblissait l'Asie, on affaiblissait l'Europe, qui sont dépendants, et on va voir dans cet article à quel niveau, mais par contre, nous, parce que on a cette politique de America First en termes d'énergie, entre le pétrole américain et celui, alors il y avait ce terme qui était extrêmement troublant, peut-être je l'avais gardé sur justement le Venezuela, qui devenait un complément hémisphérique stratégique, de se dire, si on prenait le pétrole du Venezuela, qu'on venait le raffiner au Texas, ça tombait bien. Il y a 2 mois, Donald Trump venait d'inaugurer le début des travaux de la plus grande raffinerie au monde, la première construite aux États-Unis depuis 1950. L'idée, c'est de se dire, on n'a plus besoin de Hormuz. On n'a plus besoin. Et par contre, on laisse un problème de taille à des alliés qui ne le sont plus, qui sont des concurrents. On voit, vous avez vu en plus que cette crise a encore mis une nouvelle distance entre l'OTAN et Donald Trump, mais également l'Asie qui est visée qui est dépendante de ce qui est en train de se passer. Et donc, l'idée du côté de Trump, c'est de se dire, voilà, on va les laisser. Et dans le Wall Street Journal, c'est exactement ça. Extrait après extrait, témoignage après témoignage, on est en train de lire exactement ça, où Donald Trump dit, non, finalement, nous, l'économie américaine, je le répète, oui, pour l'instant, ça fait augmenter un petit peu le prix du pétrole aux États-Unis, mais c'est limité par rapport aux autres, c'est ces 30%. Une fois qu'on va passer à travers, on va être tranquille, mais par contre, les autres, allez vous débrouiller. Et c'est vraiment le cœur de l'abandon. Vas-y Thomas, continue dans cet article. Donc, évidemment, du côté des experts, on dit mais c'est incroyablement non responsable, irresponsable de la part de Donald Trump, parce que concrètement, c'est ce qui s'est passé. Il est allé dans une zone où il a mis le feu, où il n'y avait pas de problème Hormuz, et là, on prépare l'abandon de cette zone-là en disant c'est au reste du monde de se débrouiller. Nous, je vais annoncer ma victoire. C'est terminé. Et quand on regarde les chiffres sur le terrain et l'absence de tout ce qui est soutien derrière, on se dit ça a énormément de sens. J'aurais affaibli tout le monde. Ouais. Et c'est une partie qui m'a vraiment frappé de l'intervention de Hegseth qui dit que Hormuz n'est même pas important pour nous.
Quand on voit la crise d'énergie qu'on a déjà aux États-Unis, sans parler de tous les autres prix qui vont augmenter, et de dire oh, c'est pas grave, c'est rien. Même les États-Unis vont souffrir de ça, même s'ils ne sont pas dépendants du pétrole. Mais on estime que ça sera short term du côté américain, que ça sera pendant quelques mois, le temps que les systèmes d'aide aux États-Unis, peut-être baisser une taxe, peut-être faire appel à plus de la réserve stratégique et de changer l'approvisionnement en pétrole, d'aller plus vers le Venezuela. On estime que tout ça, ça va prendre peut-être 6 mois à 1 an et qu'à partir de là, on ne sera plus inquiété de ce qui se passe à Hormuz. Et on voit que dans cette espèce de plan fou, parce que c'est un plan fou qui est mis sur pied aujourd'hui par la Maison-Blanche et qui est confirmé par Exev, par Rubio, par Caroline Leavitt et par les tweets et les interviews de Donald Trump, on se dit, mais de toute façon, on va laisser, c'est le message de Trump aujourd'hui, quand il dit c'est à vous d'aller faire le boulot, et il dit la guerre, on l'a déjà gagnée. Regardez, on a fait l'essentiel du travail. Vous avez juste à y aller et take it. Parce que la théorie du côté de l'administration Trump, qui n'est pas encore prouvée, mais la théorie, c'est de se dire, on a tellement détruit militairement que dans la réalité, l'Iran ne pourra pas défendre Hormuz. Mais on ne prend pas d'eau. On va pas aller la tester. Ouais. C'est à vous, Européens et Asiatiques, d'aller tester cette théorie. Mais c'est la théorie aujourd'hui à la Maison-Blanche. C'est que on a tellement détruit qu'ils ne pourront pas répondre. Allez récupérer. Take it. Just take it. C'est à vous. Mais ce n'est pas à nous. Nous, c'est terminé. Regardez, le Détroit, il compte plus pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Il n'est pas vital à nos besoins énergétiques. C'est à vous de vous débrouiller. C'est un abandon complet qui se dessine avec ces chiffres, en vous expliquant que, par exemple, l'Asie, regardez comment l'Asie est dépendante, 84% du brut et 83% du gaz naturel liquide qui passe par là. Il y avait une dizaine de jours, tu nous avais montré ces extraits de J.D. Vance qui se vantait de comment il disait « cette crise-là va faire bien plus mal à l'Europe qu'aux États-Unis » et qu'il y avait même ce plaisir de le dire parce qu'on le sait que J.D. Vance est complètement contre l'Europe. Et donc c'est exactement ce qu'on est en train de voir là, c'est qu'ils se disent « ok, on a fait les calculs, c'est moins embêtant pour nous, mais pour l'Europe, ça va vraiment leur embêter et donc c'est pas un problème pour les États-Unis ». Non, c'est ici, il y a une dizaine de jours par certains où il y a vraiment. Et vous voyez que Alex Ward, le journaliste du Wall Street Journal, qui a sorti ce scoop, c'est lui un des co-auteurs de l'article. Tu peux nous remontrer, Thomas, la présentation de l'article en premier, juste à côté. Regarde, c'est le même. Là, le voilà. Vous voyez, c'est signé Alexander Ward. Et donc, Alex Ward a un compte sur X. Et ce matin, évidemment, lorsqu'il a lu le message de Trump qui dit voilà, just take it, il a dit en fait, c'est exactement la confirmation de ce qu'on a écrit hier. La Maison-Blanche se prépare à abandonner Hormuz en disant nous avons rempli nos objectifs militaires, nous vous avons préparé le terrain, maintenant, c'est plus notre problème. Oui, allez-y, on vous aidera, on sera là pour assurer la sécurité d'une certaine manière de cette coalition, mais le travail de déminage et le travail de Hormuz, c'est à vous de le faire. C'est un véritable abandon. Et dans cet abandon, et d'ailleurs ce matin, Bill Kristol sur Bulwark allait dans mon sens en expliquant que ce qui est en train de se passer, et c'est un républicain anti-Trump, c'est un fin connaisseur de la politique américaine. Il dit voilà, la stratégie désormais de Trump, il n'a plus le choix. On se précipite vers la sortie, quelle qu'elle soit, la sortie de secours. Thomas, si tu peux nous montrer cet article-là. Il a dit qu'il était prêt à parier la valeur de son texte qui est gratuit, disant voilà, is toward the exit. Donc Donald Trump, il est en train de se précipiter
vers la sortie. Et il a dit que le problème, évidemment, il dit que Donald Trump qui se désengage et que finalement il n'y a pas d'opération militaire, ça va être un soulagement pour tout le monde. Et d'ailleurs, ça va être spiné comme ça de la part de Donald Trump en disant « Regardez, on était prêt à envoyer l'armée. Finalement, j'ai décidé, on a trouvé la solution, on a un deal, etc. On ne va pas mettre en danger des vies américaines. Donc, ça va être... le héros, ça va être spiné de manière positive. » Il dit « Mais le problème, c'est que son inquiétude, c'est que la même chose va se reproduire autre part, parce que dans la réalité, Donald Trump vient de faire exploser l'économie mondiale. Il vient de faire exploser l'économie mondiale avec des possibilités de récession. Je vous envoie à cet indice Walmart. Il y a un dernier élément qui me permet de vous dire aujourd'hui, de titrer cette édition spéciale « L'abandon ». On en parle tout de suite après. Bon, on va partir tout de suite en mode breaking news. Donald Trump est à la Maison-Blanche. Il est au bureau Oval. Il vient de signer encore une série d'executive orders et il est en train de répondre, au moment où je vous parle, il est en train de répondre à plusieurs journalistes. Et donc, il est en train d'annoncer exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc, il vient de dire que les États-Unis allaient quitter l'Iran de manière très prochainement. Que le changement de régime a déjà été fait, le fait que l'ayatollah Khamenei a été tué, que de toute manière, ce n'était pas un des objectifs des États-Unis. Donc, c'est vrai que c'est un objectif plutôt annoncé du côté israélien. Et donc, dans cette déclaration de dire que la guerre est quasiment terminée et que on va partir, vous allez voir deux moments où, pour résumer ses propos, il explique que quoi qu'il arrive au détroit d'Ormuz, nous n'avons rien à faire, nous avons aucun rapport avec ça. Une des phrases que Donald Trump vient de dire au moment où je vous parle, on est en breaking news, c'est la confirmation de notre édition spéciale « Whatever happens to the Strait of Hormuz, we will have nothing to do with it ». Quoi qu'il arrive au détroit d'Ormuz, cela ne nous concernera plus. Et donc, deux questions. Première question, premier extrait, lorsque on lui fait remarquer que le prix de l'essence est à $4, premier axe de défense, oui, mais d'un autre côté, $4, mais il n'y a plus de menace nucléaire. Donc, c'est un des triomphes de Donald Trump, même si on ne part pas récupérer l'uranium, c'est-à-dire il n'y en a plus. Et là-dessus, quand on insiste sur le fait que oui, mais les Américains, comment ils comptent faire, les Américains souffrent et comment ils comptent faire pour faire baisser le prix de l'essence, il dit, c'est très simple, on va quitter l'Iran. Vas-y, Thomas. I think the president was clear this morning in his truth. On Iran, but first one that affects Americans here at home, gas prices. Today they hit $4. We have $4, yeah, and we have a country that's not going to be throwing a nuclear weapon at us in 6 months. But Americans are feeling the effects in the interim. And they're also feeling a lot safer. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. And they'll become tumbling down. And stock prices were up today almost to a record because they know two things. Number one, we have a safe country. We had to take a little detour because we had a madman named Khomeini who sadly is no longer with us. Donc voilà, vous avez entendu, on est en breaking news maintenant média. Vous avez entendu Donald Trump qui dit, voilà, pour que les prix de l'essence baissent, ils vont d'ailleurs s'effondrer. C'est très simple, on a juste à quitter l'Iran et c'est ce que l'on va faire très rapidement. Première dimension. Et deuxième dimension, on va lui poser la question de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le détroit d'Ormuz? Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres pays? Et il va prendre l'exemple français en expliquant que si la France ou d'autres pays veulent aller prendre du gaz ou du pétrole, c'est très simple, ils n'ont qu'à prendre leur bateau, ils n'ont qu'à y aller. De toute façon, ils pensent que c'est extrêmement sûr de manière actuelle, mais we have nothing to do with that. What happens with the Strait, we are not gonna anything to do with. Ce qui se passe par rapport à Hormuz, c'est terminé. On n'en a plus rien à faire. On n'a plus aucune responsabilité sur ce qui va se passer.
ça sera les pays qui vont récupérer du pétrole qui ont à gérer ce problème-là. Vas-y Thomas. And if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and the Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. We hit them hard. Take care of themselves. Voilà, il n'y a plus aucune raison pour nous de le faire. On en revient à Trump 1987, où vous le savez, en 87, il râlait par écrit sa première intervention politique. On a souvent parlé de l'OTAN, mais d'abord, il commençait par parler de Hormuz en disant que c'était un scandale que l'Arabie Saoudite, à l'époque, passe tous ses supertankers, que l'Asie passe tous ses supertankers et que ce soit les Américains qui assurent la protection. Il dit c'est terminé. On n'en a plus rien à faire, ça sera à eux. C'est à eux de se débrouiller. Alors l'option qui est, j'allais en parler, l'option qui est la plus positive mise en place par l'administration Trump, c'était sous-entendu dans l'article du Wall Street Journal et par d'autres sources, de dire non seulement les Iraniens n'ont plus la puissance militaire pour menacer les supertankers qui veulent passer, mais au-delà de ça, ce qu'ils vont installer, c'est un péage. Et donc les pays français et asiatiques n'auront plus qu'à payer les Iraniens pour passer. On est dans une réorganisation. J'ai vu passer tout à l'heure le message de Rosan Desilles qui nous expliquait que c'est un nouvel ordre mondial. C'est exactement ce qui vient de se passer en 4 semaines. En 4 semaines, Donald Trump vient de mettre l'Asie et l'Europe face à une difficulté énorme en se disant, nous, on n'en a plus besoin de ça. C'est à eux de se débrouiller, c'est à eux de payer pour ça. Et si l'Iran souhaite mettre des péages, et on sait que c'est un des projets iraniens, on vous en parle depuis des semaines, ils feront ce qu'ils veulent. Mais nous, il vient de le dire, on va quitter l'Iran. Ça ne nous concerne pas. Cela ne nous concerne plus. L'avenir du détroit de Hormuz, c'est les pays qui l'utilisent, qui doivent le gérer. Comme on le lisait tout à l'heure dans le New York Times, il vient de donner des solutions à un problème qu'il a créé et qui n'existait pas il y a 4 semaines. C'est fou. C'est incroyable. C'est fou. En plus, il dit ça, encore une fois, c'est d'une manière très franche, comme son tweet. Son Truth Social, on a vu où il disait débrouillez-vous. Là, c'est à peu près la même chose. La stratégie, c'est juste je crois que je suis prêt à partir. Et par rapport au reste, c'est à chaque pays de voir pour soi-même. Ouais. C'est l'abandon. Vraiment, c'est le titre parfait de l'émission. Oui, et donc, on va voir, on est en mode breaking news. On va avoir un 3e extrait où il revient sur sa décision. Donc voilà, c'est une annonce sur sa décision de partir et il dit même quand. Vas-y Thomas. And if France or some other country along the strait, but if they want something, but I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me. Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I or 3 think weeks? 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll leave. Non. Donc, je vais te donner la parole après. Donc voilà, Donald Trump vient dire on ne sera plus en Iran d'ici 2-3 semaines. Alors évidemment, vas-y Cody. C'est magnifique qu'en Taco Tuesday, on a la phrase magique de 2 semaines de Trump. Et c'est surtout la phrase magique parce qu'on a fait le calcul là, avec Caroline Levitt, etc. On a vu que c'était en termes de stock. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est fou aussi comment cette émission a commencé sur cette théorie sur l'abandon et se conclut avec la confirmation de Trump qui dit voilà, ça va être fini. Je vous remontre ces chiffres si vous n'étiez pas là avec nous. Ce sont les armes américaines et à tout à droite, c'est la date où il y aurait le stock qui serait complètement usé. Et regardez, on est dans cette polémique pour les États-Unis où si on continue le combat, 2 à 3 semaines, on n'aurait plus les 2 premières armes que vous voyez, une offensive, une utilisée pour défendre
contre l'Iran ne serait plus là. C'est une des raisons pour laquelle on a dit pendant l'émission ce ne sera pas possible pour Trump de continuer en Iran. Ouais, et donc on voit ces dates de 12-15 avril, on est le 31 mars. Vous ajoutez les 2 semaines que Donald Trump vient d'annoncer. C'est le 14 avril. C'est entre les deux. Et donc c'est exactement ces dates-là. Donald Trump a prévu un discours triomphant le 17 avril du côté de Phoenix. Il n'y a pas d'autre discours de campagne prévu entre-temps. D'après moi, ça sera pour confirmer tout ça. On est en train de vivre un moment d'histoire en direct. Alors oui, c'est la confirmation de notre titre. C'était la confirmation de mon intuition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais absolument partir en édition spéciale. Il y avait l'article du Wall Street Journal, mais puis il y avait aussi ces faits. D'un côté, on voyait ces chiffres agrandir sur le terrain, mais pas la préparation, une véritable préparation d'une intervention militaire. Là, l'urgence des stocks militaires américains qui sont en train de fondre complètement. Et donc, voilà, pour Donald Trump, la seule sortie, on est en mode breaking news, la seule sortie, c'était de dire, je m'en vais. Et le détroit de Hormuz, non, je ne vais pas le répondre. C'était encore sa priorité il y a quelques semaines de dire, il faut trouver une situation, je ne pourrais pas partir. On a vu cette déclaration tout à l'heure de cette experte qui disait que c'était complètement irresponsable de la part de Donald Trump. Je vois que Anto, qui est en train de suivre l'émission sur X, j'espère aussi que tu es sur YouTube. C'est là que ça se passe. Il dit que Trump vient d'abandonner non pas l'Europe, mais toutes les pétromonarchies en plus, que c'est la fin de l'empire US, d'une simple déclaration d'un idiot qui n'arrive pas à gérer sa frustration. Effectivement, les conséquences de ce que nous sommes en train de vivre sont énormes. Elles sont énormes. Oui, il isole complètement les États-Unis. C'est sa volonté. Alors évidemment, demain, on n'a pas fini l'émission, mais demain, sur Maintenant Média, je vous donne absolument rendez-vous à 21h sur Maintenant Média. Ça sera ouvert à tout le monde, maintenantmedia.com. Vous pouvez venir vous inscrire. On sera en direct de mon bureau et on va discuter ensemble. On va répondre. Là, je vois passer beaucoup de questions, beaucoup de remarques. Je vais parler de tout ça. Donc demain, absolument, 21h sur maintenantmedia.com. Je publierai un lien. Je viendrai partager ce lien sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, on en est là. C'est un tournant majeur. Donald Trump a décidé d'abandonner les Européens et l'Asie à leur sort en disant « c'est à vous de se débrouiller. Nous, d'ici 2 ou 3 semaines, on ne sera plus là. C'est à vous de voir. » Thomas, vu que nous sommes en breaking news, je viens de t'envoyer un nouvel extrait qui va dans ça. C'est vraiment, on dépasse le cadre du Taco Tuesday. J'essaye de rassurer les marchés. Vous avez vu d'ailleurs qu'il a cité les marchés en expliquant qu'aujourd'hui, le marché était en vert avec le S&P 500 qui a gagné plus de 2%. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu aussi des déclarations iraniennes en disant que si on a des garanties, oui, on serait intéressé par trouver un deal. Donc, on arrive là, mais le pire, c'est que Donald Trump vient encore une fois cet après-midi. Il est 15h à Las Vegas, du coup 18h du côté de Washington. Il vient encore une fois de changer les buts lorsqu'on lui demande si du coup il va y avoir un... Est-ce que l'Iran doit faire un deal ? Il va y avoir un accord avec les États-Unis. On va écouter sa réponse. Does Iran have to make a deal for the U.S. to end its operation in Iran? And have you spoken directly? Iran doesn't have to make a deal, no. Yeah, I've spoken to a lot of people. It's a new regime. They are... Qui dit que non, il n'y a pas besoin d'avoir un deal. En fait, il se dit, voilà, je ne suis pas dépendant de la réponse iranienne, je ne suis pas dépendant sur rien du tout, c'est moi qui veux partir, je pars. Exactement, donc c'est de dire, voilà, on n'a pas besoin que d'autres conditions soient rassemblées, on n'a pas besoin, de toute façon,
maintenant les Européens ils peuvent venir pleurer, c'est pas grave. On a décidé de dire que nous, du côté américain, notre mission est terminée. Il y a eu ce changement de régime, il n'y a plus de menace nucléaire. À un moment, on lui dit mais vous n'avez pas peur que l'Iran tire sur les supertankers? Et il a répondu, mais avec quoi? On a tout détruit. C'est la théorie que je vous expliquais tout à l'heure, de dire on a tout détruit. Ils n'ont plus que des pistolets à plomb pour pouvoir se défendre, des BB guns, c'est ce que Donald Trump vient de dire. Et donc, à partir de là, il n'y aura plus de problème. C'est cette théorie mise sur pied par la Maison-Blanche de dire, de toute manière, le Détroit est sûr, mais ce n'est pas nous qui allons le tester. Donc, c'est à vous d'aller le tester. Allez-y. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Donald Trump préfère parler, il explique qu'il préfère parler de fraude électorale aux États-Unis. On voit où est son esprit. Évidemment, il y a Cuba dans tout ça. Mais du côté de Donald Trump, oui, ce sont les Iraniens qui ont gagné parce que pendant des années, l'Iran affirmait son pouvoir parce qu'il y avait une menace nucléaire. Là, maintenant, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont même plus besoin de cette menace nucléaire, que du moment qu'ils contrôlent Hormuz, ils contrôlent l'économie mondiale. Et Donald Trump vient de leur donner ses cartes. Il vient de leur donner ses cartes. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve. On a un dernier petit dossier qui devait venir comme un dernier indice que Donald Trump allait abandonner Hormuz, abandonner l'Europe, abandonner l'Asie. Finalement, ça ne sera plus un indice, mais ça sera une confirmation. À tout de suite.